Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch et on poursuit encore avec un Target Classics de la WWE, mais encore sur In Your House, et du coup celui dont je vais vous présenter aujourd'hui c'est nul autre que le numéro 13 et le numéro 16. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis le 16 et le 13. Tout ce que je sais, le numéro 13 c'est Final Four. Donc en gros match à 4. Et le 16 c'est Canadian Stampede. Donc tout simplement ça veut dire tout simplement qu'ils sont au Canada et que c'est un match 10 contre 10 il me semble. Ou 5 contre 5. Je pense que c'est cela, il me semble. Donc, vu comment j'avais déjà celui du 14 et du 15, maintenant il me manquait le 13 et le 16. Et il y aura si je dis pas de bêtises, le tout dernier In Your House auquel je vais vous présenter. Donc voilà, mais ça sera très prochainement parce que là, je suis en train de le regarder tout simplement. Et voilà, donc j'espère que vous êtes très patient. Donc vous saviez qu'il y a 2 DVD à l'intérieur. Je vous laisse visionner la liste des matchs. Et si vous voulez, je vous le rapproche. Donc oui, excusez-moi si tout n'est pas tellement bien précis. J'essaye de le positionner comme il se doit. Comme vous le saviez, il est en anglais. Et voilà tout. Donc pour ça, c'est l'occasion de s'y attaquer. Tout ce que je sais, il y a 2 matchs du pré-show. Il y a un match du début du pré-show, mais un qui sera lorsqu'il y aura le main event, il y aura un genre de dark match. Et du coup, je vais vous dire ça maintenant. Alors, tout ce que je sais. Le premier match du pré-show, c'est un match par équipe entre les Godwins, donc Henry O. Godwins et Phineas O. Godwins, contre The Headbangers, donc Trash ou Trasher et Moche, auquel ils étaient accompagnés par The... Allez... Je sais plus, hein. On dirait que je l'ai mal écrit, on dirait. Mais je me rappelle plus de comment je l'avais marqué. Enfin, c'est pas grave, de toute façon, ils étaient que 2 contre 2. Et tout ce que je sais, c'est victoire des Godwins et que c'est un match dont je le mets à 3. Là, je passe encore à un autre match suivant. Donc, The Wildman Mark Mero, accompagné par Sable, contre Liv Cassidy, donc qui dit Al Snow. Sans grande surprise, c'est victoire de Mark Mero. Donc voilà tout ce qui veut dire tout simplement. Ensuite, encore un match par équipe. Si je dis pas de bêtises, c'est 4 équipes. Non, je suis gouré, donc excusez-moi. Donc la Nation of Domination, donc équipe composée de Farouk, qui dit Ron Simmons, Savio Vega, Crush, qui dit Brian Adams. Ils étaient accompagnés par D'Lo Brown, JC Ice-T, Wolf D et Clarence Mason. Contre tout simplement Bart Gunn, Flash Funk, qui dit To Call Scorpio. Goldust, donc The Natural Dusty Rhodes, accompagné par Marlena, qui dit Terry Runnels, ou Madame Rhodes, si vous préférez. Auquel le match, passable, sans trop de suspense à en citer là-dessus. Au moins je préfère vous citer les noms d'équipes et bien sûr si vous en possédez et si ça vous intéresserait, vous pouvez jeter un coup d'œil de voir si c'est bien ou pas. Tout ce que je sais, il était forcément pas mal sans être exceptionnel.
Et malgré tout, bah, je le mets à 3,5 ce match-là, parce que c'est victoire de la Nation of Domination. Donc tout simplement. Ensuite, on a Rocky Maivia qui dit Dwayne The Rock Johnson contre Hunter Hearst Helmsley, dit HHH pour Triple H, mais qu'on connaît bien sûr sous le nom de Paul Levesque. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était les ceintures intercontinentales qui étaient en jeu et auxquelles forcément, vu comment Hunter n'avait pas apprécié le fait qu'il a perdu contre un rookie, donc qui dit rookie dit forcément The Rock, et ben du coup il veut utiliser sa clause de revanche pour recapturer l'or qu'il a perdu. Et sauf que forcément c'est pas loin d'avoir gagné pour Hunter, même s'il voulait vraiment le posséder au plus haut point, mais malheureusement pour lui, il ne va pas réussir à capturer le titre, car c'est toujours The Rock qui est toujours champion. Je crois qu'il a perdu grâce à une distraction de Goldust, et du coup, suite à cette distraction, pardonnez-moi, eh bien, il en a perdu le match. Enfin, il a perdu le match tout simplement, et auquel, forcément, voilà. Voilà, il a perdu le match et il n'aura pas d'autre occasion pour avoir le titre. Même si je sais que des occasions, il y en aura beaucoup, des occasions Triple H par la suite. Mais bon, ce match-là, c'est un 3,50. Je poursuis encore un autre match par équipe. Et ce match par équipe, c'est un... Si je dis pas de bêtises, c'était pour les titres du monde par équipe de la WWF à l'époque. WWE, bien sûr. De souvenir, je sais pas s'il était vacant, mais il me semble que c'était cela. Je m'en rappelle plus, mais c'est pas grave. Donc tout ce que on sait, on a The Can-Am Express, donc équipe composée de Doug Furnas, donc qui dit forcément voilà, et dit Dan Crofat, qui veut dire Phil Lafont. Bon, après pour Doug Furnas, il n'y a pas d'autre nom d'alias connu ou non connu. C'est juste que j'essaie de savoir quel était son blaze, mais en fin de compte, il n'avait pas de blaze pour autant. Donc autant pour moi pour ça. Et en face, ils ont affronté, entre autres, les futurs réunis Hart Foundation. Donc Owen Hart et British Bulldog Davey Boy Smith, accompagnés par Clarence Mason. Le match était pourtant très bon à présent, jusqu'à ce qu'il y a disqualification, et je pense que c'est du côté des Heels, donc Owen Hart et Bulldog, qui sont attaqués très sauvagement en traître les The Can-Am Express, et auquel voilà comment on en est arrivé ainsi. Et pourtant ce match-là, c'est un 3,40 que je lui mets, et victoire de la première équipe auquel j'ai cité, donc The Can-Am Express. Très vite, je vais passer celui dont il ne figure même pas dans le main event, mais je vais comme citer Hunter Hearst Helmsley contre Bret The Hitman Hart, et auquel, certes, ce match-là vient après que, on va y venir, Bret aura combattu dans le Fatal 4-Way, mais dans ce match-là, pourtant, Bret, il va perdre par disqualification, parce que je pense qu'il a fait exprès de se perdre contre quelqu'un comme Triple H. Il me semble que c'est ça. Et pourtant, ce match-là, j'aime bien le déroulement du match, mais j'aime pas trop comment ça se termine. Et pourtant, ça m'empêche pas de le mettre une bonne note, donc 3,50 pour le coup. Et là, maintenant, on vient au vrai main event de ce Final Four, de ce In Your House. Donc, tout simplement, match
pour le titre de la WWF, WWE qui était vacant à l'époque. Normalement, ça devait être, si je dis pas de bêtises, Psycho Sid, Sid Justice, Sid Vicious et Shawn Michaels qui devaient participer, mais ils ont été remplacés par Bret Hart, Undertaker, Big Van Vader et, si je dis pas de conneries, Stone Cold Steve Austin. Et pourtant, la rivalité entre Bret et Austin était encore à son cataclysme et qu'ils n'avaient pas encore fini de se foutre sous la gueule. Donc, tout simplement. Gros bordel général ce match-là. Même si le titre était vacant, parce que Michaels, en raison d'une blessure au genou, ou plutôt à l'époque, si vous vous en rappelez, auquel il aimait bien dire qu'il avait perdu son sourire, donc I lost my smile, pour des raisons auxquelles on ne connaît pas. On pourrait dire à tort et à travers qu'à l'époque, il voulait pas affronter une nouvelle fois Bret Hart, et du coup, forcément, entre les deux, ça a été vraiment la grande désillusion, vu comment la haine amère qu'ils avaient envers l'un et pour l'autre était quasiment réelle, malgré leur professionnalisme. Et oui, comme quoi dans le monde du catch, on peut pas toujours être pote avec n'importe qui. Eh ben, c'est vrai que c'est très surprenant. Donc dans le match là, malgré tout, après pas mal de quiproquos avec un Austin vénère qui aime beaucoup matraquer d'autres catcheurs, et pourtant lui aussi se fera matraquer par d'autres lutteurs par la suite, que ce soit par Vader, par Undertaker ou Bret Hart, même Bret Hart aussi qui va se faire pas mal matraquer. Donc ça s'est beaucoup tourné autour de stratégie qui allait gagner le match. À un moment donné, j'ai cru que c'était un match où il y avait un genre de Royal Rumble à 4, et pourtant ça n'en était même pas un. Et après, c'est moi qui a peut-être divague, hein, mais on aurait dit à peu près ce genre de choses. Et pourtant, pas du tout, hein, clairement pas du tout. Et que par la suite, forcément, il y avait pas mal de quiproquos entre les deux, entre les trois, si on peut le dire. Mais malgré tout, ça va être victoire de Bret Hart qui va battre tous les catcheurs, donc Vader, Undertaker et Stone Cold Steve Austin, et ressortir vainqueur de ce match en devenant le nouveau champion de la World Wrestling Federation, donc WWF. Et du coup, voilà comment il célèbre avec le public malgré un Stone Cold qui est prêt à tout pour encore rendre la vie de Bret un véritable enfer. Et pourtant, c'est Bret qui ressort gagnant de cette rivalité. Mais il y avait un autre défi de taille pour Bret, c'est Psycho Sid. Vu comment Sid lui reprochait à Michaels d'avoir pu abandonner le titre pour éviter également d'avoir sa clause de revanche, et du coup, il demande une revanche à Bret pour le titre, l'histoire de redorer son blason et de devenir champion. Et il me semble que, spoiler, Sid va devenir champion contre Bret Hart. Je crois que c'est un des épisodes de Raw. Il me semble, hein, j'en suis pas trop sûr, mais je me rapproche presque de la vérité, tout simplement. Et après, la suite, vous la connaissez. Bret Hart va affronter Stone Cold à WrestleMania 13, auquel ils vont nous sortir une légendaire match du soumission, auquel il y a Austin qui n'a pas du tout abandonné, et Undertaker qui a un affrontement contre Psycho Sid, auquel la plupart des gens ont beaucoup critiqué et d'autres qui ont super aimé. Et pourtant, il fut même pas figuré dans les annales de la WWE, étrangement. Donc voilà tout. Par contre, les chiffres globaux, je sais pas si je vous les ai dit auparavant. Il me semble que pour Triple H Bret Hart, je l'ai déjà dit. Le match par équipe également. Mais dans ce match-là, où il y a le match à 4, c'est à 3,70. Ou 70 si vous préférez. Donc voilà comment je pourrais conclure The Final Four. Maintenant, je passe au Canadian Stampede. Et pareil, je vais essayer d'aller très rapidement. Donc encore un match par équipe. Cette fois-ci entre les Godwins.
donc Henry, Phineas, contre The Blackjacks, enfin les nouveaux Blackjacks, donc équipe composée de Blackjack Bradshaw, lui qu'on connaissait à l'époque sur le nom de GHB, pour Justin Bradshaw ou Justin Hawk Bradshaw, ou un peu plus tard dans l'équipe de APA ou Acolyte, ou même en solo, Bradshaw seulement. Et puis avec un repackaging de personnages sous le nom de JBL, John Bradshaw Layfield, qui fait équipe avec The Blackjack Barry Windham. Donc oui, je pense que c'est cela. Oui, tout simplement. Et pourtant, ce n'est pas les nouveaux Blackjack qui vont battre les Godwins, mais bel et bien les Godwins qui vont battre les Blackjack, tout simplement. Donc ce match-là, c'est un 3,20. Et encore, je poursuis. Entre Hunter Hearst Helmsley contre Mankind, et auquel le match, c'était de la pure brawl. Que de la brawl, en tout cas, entre les deux. Et pourtant, à la fin, il va pas avoir de vainqueur décisif, vu comment ça va se terminer. Attendez, laissez-moi de regarder. En double décompte extérieur. Et du coup, les deux ont commencé à se fighter à travers toute l'arène. Il y a un match auquel ils ont même pu intervenir, c'est dans le match entre The Great Sasuke et Taka Michinoku. Donc pour ce match-là entre Helmsley et Mankind, c'est 3,40, qui poursuivent encore leur attaque, même jusqu'au match suivant. Ça va s'attaquer dans le public, ça va même s'attaquer en dehors de l'arène même. Donc franchement, les deux, ils ne se sont pas cessés de se mettre sous la figure. Et d'ailleurs, entre le Great Sasuke et Taka Michinoku, c'est victoire de Great Sasuke qui bat Taka Michinoku. D'ailleurs, à l'époque, pour ceux qui se demanderaient la question, oui, à l'époque, la WWF était un peu ouvert d'esprit pour des collaborations avec d'autres fédérations extérieures, que ce soit fédération indie, fédération japonaise, fédération mexicaine. Je m'en rappelais qu'ils avaient une collaboration avec à l'époque avec la New Japan Pro Wrestling, mais ça il me semble que c'était dans les années 80 ou 90, plutôt 90 si vous préférez. Ils avaient fait aussi quoi encore, collaborer avec la AAA, qui au passage a été leur première collaboration ensemble, et que maintenant, quelques années plus tard, c'est sûr que la AAA leur appartient. Donc comme quoi à l'époque, ils étaient loin d'être aussi fermés à fermer des portes pour d'autres fédérations, parce que souvent j'entends des gens se plaindre que c'est forcément une mauvaise chose que la WWE collabore avec d'autres fédérations indépendantes. Pourtant, excusez-moi du terme, mais dans l'indépendant, on peut trouver des bonnes pépites. Si on trouve les bonnes personnes qui peuvent être des atouts majeurs pour l'entreprise, qui rapportent de l'argent et que ils font avancer les choses, avancer les storylines, ce serait plus légitime, ce serait plus... je sais pas comment vous le dire, ça aurait été excellent, mais là maintenant on vit dans une ère auquel tout n'est pas forcément top pour le catch, et auquel dès qu'il y a des personnes qui viennent de l'indie ou dans l'Europe, ça y est, on s'indigne et on commence à tout chier sur tout et n'importe quoi. En même temps, je sais que YouTube c'est fait pour être exagéré et qu'il faut limite dire tout ça en négatif pour avoir plus de vues. Et pourtant, qui dit plus de vues dit moins de réactions négatives, en sachant qu'on a besoin un peu un avis à contre-courant des personnes qui peuvent raconter. On peut comprendre la plupart des points de vue de chacun, parce que on est 10 connards sur Terre à dire que tout ça c'est merdier, c'est la merde pour la WWE. Et pourtant, on n'est pas très très nombreux pour dire que certes c'est un peu pourri, mais il faut pas totalement chier sur toutes les structures de catch. Il faut savoir prendre avec de l'autodérision et en rire par la suite, mais pas trop dans le désingage, comme si c'était marrant de dézinguer la plupart des structures.
Disons que j'essaie de trouver un peu de positif, rarement du négatif. C'est tout ce que je peux demander. Mais bon, je pense que j'ai dit là-dessus. Donc j'en étais où? Ah oui, entre Gretzky et Takami Shinoku. Bah, comme je l'ai dit, c'est victoire de Gretzky, donc c'est un 3,5 pour ce match-là. Puis ça poursuit encore avec un autre match avec Undertaker contre The Big Van Vader, qui est accompagné par Paul Bearer. En tout cas, vu comment Paul Bearer a trahi son ancien poulain, l'Undertaker, du coup il s'est trouvé un autre poulain pour aider son monstre de puissance à mettre à genoux le Deadman. Mais sauf que le Deadman ne fait qu'avancer encore et toujours jusqu'à ce qu'il va même le battre, Big Van Vader. Sans blague, il va battre Vader. Et du coup, ce match-là, vu comment c'est un match auquel on peut forcément la plupart aimer ou d'autres détester, il y en a qui l'ont plutôt bien aimé, leur match entre Vader et Undertaker, sans forcément qu'il soit dans les mémoires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui l'ont peut-être aimé. Bon, après, vous allez peut-être dire, ouais, mais le catch est un sport de niche, tout le monde peut apprécier ce qu'on l'aime. Oui, même pour la WWE, d'ailleurs, pour le catch, ça a toujours été un sport de niche. Voilà, pour moi, il n'y a pas débat. Ça a toujours été un sport de niche. Ils ont voulu essayer pour montrer à quel point ils peuvent pas être aussi niche que ça, même avec le nombre de spectateurs et de public sur place. Souvent, ça ne peut pas toujours bien tourner comme il se doit, même pour la WWE. En tout cas, c'est tout ce que je sais en ce moment. Donc, pour ce match-là, c'est 3,60. Et maintenant, je passe directement au main event, le vrai main event de ce Canadian Stampede, de ce In-Your House numéro 16. Donc, la Hart Foundation, équipe composée de Bret Hart, Owen Hart, Jim the Evil Neidhart, The British Bulldog Davey Boy Smith et Brian Pillman contre Stone Cold Steve Austin, Ken Shamrock, Goldust, donc Dusty Rhodes, The Road Warriors, LOD, donc Legend of Doom, Hawk et Animal, et auquel, certes, on est au Canada, et qui dit Canada dit forcément la terre des Hart, tandis que les Américains, que sont la première équipe auquel j'ai cité, eux, forcément, ils sont pas forcément les bienvenus. Et aussi, il faut dire, t'en as parfois qui apprécient la plupart des Américains, notamment Stone Cold Steve Austin. Donc il est très apprécié, mais quand tu t'attaques à la famille Hart, c'est sûr, tu peux te faire détester. En tout cas, c'est un peu de cette manière-là auquel on essaie de nous le construire. Bret Hart, lui, qui est très très détesté du côté des États-Unis, mais du côté du Canada, il est très apprécié. Donc du coup, ce qui est sûr, c'est que forcément, quand c'est le héros local, tu peux pas le détester. Mais quand il est dans un autre territoire, c'est sûr qu'il est très détesté. Alors que c'est aussi l'inverse pour d'autres équipes auxquelles j'ai cité. Donc c'était un match très très serré aussi. Je sais pas si c'était par élimination ce match-là, je n'en ai vraiment aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce match, tout est un peu à l'improviste, enfin tout avancé, ça ne s'arrête pas, ça enchaîne. Jusqu'à ce que il y a un point clé dans le match, je crois que c'est ça un point clé, ou plutôt la hit dans le match, c'est quand t'as Stone Cold certes qui s'attaque à la famille des Hart, donc il attaque Owen, il attaque Bulldog, il attaque Neidhart, il attaque même son ancien coéquipier Brian Pillman et il attaque Bret Hart. Mais sauf qu'il va aussi s'attaquer à la famille de l'extérieur, donc il va s'attaquer à Bruce, Keith Hart, et même le patriarche de la famille, Stu Hart. Donc du coup, c'est sûr que la famille, quand tu touches à la famille, c'est sûr, tu te fais démonter la gueule. Même si t'es le plus apprécié aux States et pas le plus apprécié au Canada.
Mais là, c'est sûr, tu as atteint le grade auquel tu ne peux pas attaquer toute la famille. Et du coup, ben, toute la famille a vraiment envie de le démonter, ben, Stone Cold. Jusqu'à ce que Owen Hart va réussir à créer l'exploit en battant Stone Cold Steve Austin et d'autres dans l'équipe avec un simple roll-up et de remporter la victoire pour sa famille. Au passage, je pense que ce match-là, il était présent dans le coffret Heart and Soul, vu comment je l'avais déjà cité et que je l'avais déjà dit en plus. Et même à la fin du match, ben, t'as encore Stone Cold qui repart à la charge et pourtant il se fait calmer par toute la famille. T'as même, je pense, la sécurité canadienne qui était en train de maîtriser Stone Cold, même en lui mettant des menottes ou des cautions au poignet dans le dos pour le forcer à s'arrêter. Et du coup, voilà comment, ben, entre autres, ce segment se termine. Et en laissant la famille Hart célébrer en public et en famille. Comme quoi, c'est beau la réunion fratricide et familiale en même temps. Et du coup, ce match-là, je lui avais mis à l'époque 3,60 et je laisse ce 3,60. Donc voilà, tout simplement, j'en ai terminé là-dessus. Donc voilà tout. Hop. Je pense que ça a été bien satisfaisant. Donc les matchs, les segments promo et l'ensemble, je lui mets un 4. Tout simplement, je lui mets un 4. Pas besoin de trop justifier comment. Si ce n'est que un 4, c'est un 4. Et voilà, je pense que c'est tout dit, ce n'est que je m'arrête tout simplement ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.